Je m'appelle Sabri, ça fait maintenant 7 ans que je suis dans le domaine des crypto-actifs et aujourd'hui je suis à fond. Franchement, je vais dire la vérité, c'est un risque. C'est un risque de croire en la crypto quand beaucoup de personnes critiquent la crypto. Et même des gens qui aujourd'hui sont à 100% dedans me disaient fais attention, c'est de l'arnaque, moi j'y crois pas, tu vois, je mets pas un sou dedans. J'ai cru en la technologie et je l'ai dit, je le répète souvent. Moi c'est la tech qui m'a donné le déclic. Et franchement pour moi dans 10, 20, 30 ans, 40 ans, ça va vraiment être le cœur de notre système. Aujourd'hui pour moi le point clé de la crypto, pour moi c'est la liberté. Comment est-ce que tu as des cryptos auxquels tu te dis je crois en cette vision? 90% des projets que j'ai dans mon portefeuille, j'y crois pas à long terme. J'ai injecté tous les mois, tout ce que je gagnais, je l'ai injecté. Aujourd'hui, je suis content, je suis en gratitude, mais je me dis pourquoi j'ai pas fait ce bull run là cette année 2024 comparé à ce que tu as vécu du coup les différentes années? De 1, est-ce qu'il va y avoir des corrections de 30%? Oui. Est-ce qu'on va avoir un marché qui va augmenter? La réponse, elle est positive aussi. On va voir un marché complètement ascendant. Genre, c'est bien l'argent, c'est bien l'oseille. Pour toi, ça fait pas le bonheur? Mais pour moi, ça fait pas le bonheur. Yo la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouvel épisode de Life's Glitch, la série que je viens de lancer où je vais faire intervenir différents intervenants. Aujourd'hui, on est avec Sabri, une personne qui a vraiment d'énormes résultats en crypto, qui m'a aussi beaucoup aidé à investir dans ce domaine-là, qui m'a aidé à augmenter mon portefeuille. Ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir. Donc Sabri, en quelques mots, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas et nous raconter ton parcours? Déjà, merci Stéphane de l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être avec mon gars. Du coup, moi, pour me présenter rapidement, je m'appelle Sabri. Ça fait maintenant 7 ans que je suis dans le domaine des crypto-actifs. Et j'ai démarré l'industrie maintenant, ça fait plusieurs années. J'ai investi en crypto. Au départ, je jugeais ça forcément très dangereux. Après, forcément, j'ai commencé à comprendre, m'y mettre. Et aujourd'hui, je suis à fond dedans. Ok, donc maintenant 7 ans que tu vis à fond de la crypto, que tu es à fond crypto, dans ta tête c'est que des BTC, c'est ça? Dans ma tête c'est que des BTC, que de l'USDT et que de l'ETH. Ok, comment tu as commencé réellement? Ça a été quoi tes premières idées? Et qu'est-ce qui a fait que maintenant t'en es là en quelques mots? Franchement, je vais dire la vérité, c'est un risque. C'est un risque de croire en la crypto quand beaucoup de personnes critiquent la crypto. C'est-à-dire forcément, moi je me suis mis dedans assez tôt. Et même des gens qui aujourd'hui sont à 100% dedans me disaient fais attention, c'est de l'arnaque, moi j'y crois pas, tu vois, je mets pas un sou dedans. Donc forcément, j'ai pu anticiper, j'ai pris ce risque-là. Aujourd'hui, est-ce que, si ça serait à faire, bien sûr je le referais, tu vois, ça c'est une évidence. Mais c'est un risque. C'est un risque comme un autre. Moi, j'ai eu la chance du timing. J'ai cru en la technologie et je l'ai dit, je le répète souvent. Moi, c'est la tech qui m'a donné le déclic. C'est quand j'ai compris le fonctionnement de BTC, l'objectif long terme. Et vraiment, je voyais vraiment la crypto être vraiment le cœur de la révolution technologique. Et franchement, pour moi, dans 10, 20, 30 ans, 40 ans, ça va vraiment être le cœur de notre système. Donc toi, tu penses que dans les jours à venir, dans les années à venir, la crypto, ça sera vraiment limite essentielle et une nécessité? Plus le temps avance, plus l'adoption augmente. Ouais. Forcément, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui connaissent la crypto, mais ne connaissent pas forcément, par exemple, quel projet agit dans quel secteur. Par exemple, Atom, ça va agir dans le secteur, par exemple, c'est un layer 0. Ensuite, par exemple, tu as Link qui va être un oracle. Tous les systèmes, pourquoi est-ce qu'on achète les cryptos? En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de spéculation, beaucoup de personnes qui investissent la crypto parce qu'ils veulent 1000, ils mettent 1000, ils veulent 5000, ils veulent 10 000. Mais pour moi, avec le temps, l'adoption va grandir. Et plus il y aura d'adoption, forcément, plus il y aura de capitalisation, plus il y aura de personnes qui seront investies. Donc, bien évidemment, c'est un secteur très important pour l'avenir. Donc un peu comme tout le monde, au début tu te lances pour l'argent, mais au final toi il y avait aussi cette partie, comme tu dis, tech, le projet, ce que ça pouvait apporter qui te plaisait? Moi en fait j'étais dans la psychologie d'investissement immobilier de base. Ok. Moi je voulais coffrer mon argent, je voulais coffrer de l'argent dans un actif. Et je me suis dit je me suis penché vers l'or au début, vers les matières premières. Et ensuite quand j'ai commencé à comprendre petit à petit que le Bitcoin était un peu comme l'or numérique, moi, j'ai vraiment pensé à vraiment l'opportunité générationnelle. Chaque génération a une opportunité. Mes grands-parents ne connaissaient pas BTC. BTC n'existait pas. Il a existé en 2009. Mais c'était quoi vraiment l'opportunité générationnelle de mes parents? Ça pouvait être l'or, ça pouvait être certaines actions, ça pouvait être, par exemple, investir sur Apple. Bref, toutes ces choses-là.
Si une personne dans les années 70 avait pris justement en considération que investir dans les actions, investir dans par exemple l'or, ça allait vraiment faire la différence dans 50, 60 ans, bah forcément il aurait pris ce risque-là. Ouais. J'y pensais un peu de la même manière. Je me suis dit, bah peut-être l'or, c'est peut-être pas la génération d'aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui on a des opportunités. Mais vraiment, l'opportunité générationnelle, celle qui fait qu'on peut la prendre maintenant et c'est que notre génération, bah, mon père et mes grands-parents ne connaissent pas la crypto-monnaie, ça existe depuis maintenant une dizaine d'années. Et bah, je me suis dit que c'est notre opportunité générationnelle, donc c'est pour ça que j'ai foncé dedans. Okay. Et forcément, l'histoire de Satoshi m'a touché et la crise qui s'est passée en 2008, je ne l'ai pas forcément vécu, mais quand j'ai commencé à comprendre voilà, tous les fondamentaux, etc. de cette crise, je me suis dit qu'il y a vraiment un problème dans le système et que la crypto peut le résoudre. Ok. Après, c'est aussi souvent ce que je dis en général, c'est que on parle de Apple maintenant, tu vois. Aujourd'hui, on est des utilisateurs d'Apple, on n'est pas forcément des investisseurs d'Apple. Mais durant les années 2000, tu avais du coup l'émergence d'Apple. Et moi, j'ai l'impression que investir dans la crypto maintenant, c'est comme si tu investissais dans Apple dans les années 2000. Tu auras du coup les personnes qui ont tiré profit de ça en tant qu'investisseurs. Et tu auras d'un autre côté les personnes qui sont utilisateurs. Donc, est-ce que toi aussi, tu penses que c'est la même chose et que finalement, les personnes qui investissent maintenant sur la crypto seront probablement bien plus tard, alors que bah, du coup, plus tard, les générations, nos enfants, etc., eux, ils vont pas forcément pouvoir investir, mais ils vont bénéficier du coup des bienfaits et de l'utilisation du monde de la crypto. Je pense que tu as très bien résumé t'as très bien résumé en fait ce qui va se passer dans les prochaines années. C'est exactement ça. Ton enfant et nos futurs enfants, l'adoption, elle sera prise. Il va comprendre vraiment tout le système, etc. On sera vraiment au cœur de l'adoption. L'adoption, elle fait que de grandir, elle est croissante jour après jour. Forcément, nous, on a l'opportunité d'investir maintenant sur 10, 15, 20, 30 ans, bien évidemment, qu'il y a un potentiel de croissance qui est juste énorme. Après, ça ne veut pas dire aujourd'hui faire un all-in sur la crypto, tu vas être rentable demain. Il y a plein de gens qui ont investi dans la crypto dans des bons timings, au bon moment, avec les bonnes personnes, mais malheureusement, ils n'ont pas fait les bons mouvements et aujourd'hui, ils sont quand même en perte. Ça veut dire que moi, franchement, la psychologie que je tiens par rapport à la crypto, c'est investissez votre crypto, mais oubliez-la. Ça veut dire si tu vas vraiment, en fait, investir en crypto pour attendre justement une source de rémunération, quelque chose de fixe, quelque chose même d'annuel, il faut vraiment pas y penser. Il vaut mieux en fait se concentrer sur son cash flow, sa source de rémunération, son argent, etc. Placer toutes les semaines justement en DCA comme tu le sais, toutes les semaines, voilà, petit à petit. Penser comme si c'était un livret A, ne pas le toucher. Et dans 10, 15, 20 ans, commencer à l'ouvrir, investir dans des narratifs d'avenir. Tu sais voilà, que dans 5-10 ans, la crypto a toujours les épaules pour être là. Et forcément, là, tu vas te réveiller, tu auras une belle surprise, bien sûr. Après, si tu investis chaque année, tous les mois, tu regardes ton wallet, toutes les semaines, tu regardes ton wallet, forcément, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que tu vas te faire manger au bout d'un moment. C'est vraiment comme ça, c'est vraiment la jungle. Mais il faut savoir avoir la bonne psychologie pour s'en sortir. Du coup, toi qui parles de cette adoption de la tech, pour toi, c'est quoi la chose que la crypto peut le plus apporter aujourd'hui dans cette société? Aujourd'hui, pour moi, le point clé de la crypto, pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est... Après, bien évidemment, plein de cryptos ont mis leur pierre à l'édifice, etc. L'adoption va grandir. Mais pour moi, le point numéro 1, c'est la liberté. Le fait de faire ce que tu veux avec ton argent, le fait de l'utiliser quand tu veux et avec qui tu veux. Et si demain, il se passe quelque chose dans ton compte en banque, donc dans ton compte crypto, eh ben, t'es la seule personne qui peut être, entre guillemets, responsable de ce qui se passe à l'intérieur. Quand tu as de l'argent que tu vois à la banque, que tu as en plus de 10 000 euros, toi, tu penses que c'est ton argent. Mais non, c'est l'argent que te doit la banque. Et quand tu as découvert, c'est toi qui dois de l'argent à la banque. Tu comprends? Je capte. Alors qu'avec ton wallet crypto, ça n'a rien à voir. C'est ton argent. Et tu ne peux pas être à découvert. Ça n'existe pas. Donc forcément, moi, la première chose que je vois, c'est la liberté. Le fait qu'aujourd'hui, tu peux transférer de l'argent à une personne qui est à l'autre bout de la planète en l'espace de quelques secondes en utilisant justement la blockchain. C'est pour moi vraiment le point clé de la crypto. Après, bien évidemment, ça va apporter énormément de choses. Plus les jours passent, plus il y a des cryptos qui émergent avec de nouveaux services, avec une nouvelle pierre à apporter. Mais
la liberté restera la clé de l'écosystème. Ok. Et tu sais, aujourd'hui, dans la crypto, il y a différents types d'investisseurs. Tu vas avoir des investisseurs type comme s'ils investissaient en tant que business angel, c'est-à-dire qu'ils croient au projet et ils gardent cette crypto pendant 10, 15, 20 ans. Tu vas avoir d'autres types de personnes qui vont réfléchir par palier, avoir une stratégie de sortie fixe. Toi, aujourd'hui, tu te situes comment? Est-ce que tu as des cryptos auxquels tu te dis je crois en cette vision, ou tu es là, tu as ta stratégie, tu retires ton argent, tu fais de la gestion? Comment ça se passe? Bah déjà, je vais te dire la vérité, 90% des projets que j'ai dans mon portefeuille, j'y crois pas à long terme. Ok. Et en fait, quand tu te lances dans la crypto, le plus important, c'est de savoir en quoi tu crois. Donc ça, il y a un point vraiment important que tu as évoqué, c'est en quoi tu crois et qu'est-ce que tu veux faire travailler. Moi, par exemple, je suis un Ethereum maximaliste. Ok. Je crois en Bitcoin, j'ai accumulé du Bitcoin, mais aujourd'hui, je crois plus en Ether, au potentiel d'Ether qu'au potentiel de Bitcoin. Je dis pas forcément que Ether va dépasser en capitalisation Bitcoin, et si ça se passe, franchement, ça me surprendrait pas, je te dis la vérité. Mais pour moi, la base de la crypto, c'est savoir qu'est-ce que toi tu veux faire travailler. Si tu veux faire travailler des dollars, si tu veux faire travailler des Ethers, si tu veux faire travailler des Bitcoins. À partir de ce moment-là, imaginons, je sais pas, je démarre avec quelques BTC, je monte et j'ai une dizaine de Bitcoin aujourd'hui, et je veux justement faire évoluer mon portefeuille avec d'autres types de cryptoactifs, avec plus de volatilité et avec un potentiel de retour sur investissement qui peut être plus intéressant. Donc comment est-ce que moi je vais utiliser mes BTC? En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste en fait partir sur des cryptos qui vont surperformer BTC, aussi simple que ça. Je vais investir mon portefeuille de façon, avec un pourcentage respecté, par rapport à mon anxiété, mon risque, etc. Donc, un exemple, je vais mettre par exemple 3%, 4%, 2%, voilà. Et je vais les éparpiller justement sur plusieurs cryptos qui rentrent bien évidemment dans un cahier des charges. Donc, localisation, structure, fondamentale, momentum, etc., etc. Donc, à partir de ce moment-là, je vais exposer mes cryptos. Et mon seul objectif, ça va être d'accumuler la crypto que je souhaite accumuler. Si j'ai du BTC et que je démarre avec 10 BTC, mon objectif, c'est de finir avec 10% de surperformance par mois ou plus. C'est-à-dire à la fin du mois, j'ai réussi à accumuler 1, 2, 3 BTC grâce justement à ces investissements volatiles. Okay. Donc, le plus important, c'est oui, tu peux avoir des cryptos tu peux avoir des cryptos que tu peux garder 10 ans, mais ces cryptos-là que tu peux garder 10 ans, 15 ans, tu les comptes sur les doigts de la main. Il n'y a pas toutes les cryptos que tu peux garder justement 10, 15, 20 ans, et la plupart vont se casser la gueule pendant le bear market, et la plupart vont avoir des prix qui vont être complètement diminués. Par contre, Bitcoin, Ethereum et l'USD, et la valeur fiat, c'est des valeurs qui, sur le long terme, ne vont jamais vraiment te décevoir. Okay. Donc forcément, ça va être les valeurs à accumuler. Donc c'est les valeurs à surperformer. Et après, dès que tu surperformes, tu as pris x10 sur un projet, ne pas se dire « Oh, j'ai x10, si j'attends encore un peu, je peux acheter une voiture en plus. » Non. Coupe tes bénéfices, mets-les dans ce que toi tu souhaites accumuler. Et le reste, va chercher ailleurs des nouveaux setups, tranquille. De toute façon, même s'il y aura des opportunités, et tous les jours il y aura des opportunités en crypto, il n'y a personne qui prend tout. Faut laisser le temps parce que les meilleures opportunités sont celles qui vont venir. Okay. Donc en fait, le but, c'est d'avoir sa vision et de savoir en fait ce que tu accumules. Exemple, ça va être le BTC ou l'Ethereum. C'est un peu ta source mère. Mais du coup, pour augmenter la quantité de BTC et d'Ethereum que tu vas pouvoir avoir, tu vas aller piocher du coup dans, par exemple, des alts, dans des projets qui ne seront pas forcément viables sur le long terme. Les récompenses, les gains que tu fais sur ça, tu les réinjectes sur BTC et Ethereum, qui eux vont te permettre d'avoir du coup un gros bag à la fin. Exactement. Donc multiplier justement mon bag. Et il y en a c'est Bitcoin, il y en a c'est Ethereum, tu vois. Il y en a c'est Solana. Tu as par exemple ceux qui ont accumulé du Solana là, ces derniers mois, même ces dernières années, parce que le Solana c'est celui qui a le mieux performé. Ils sont super bien, tu vois. Mais donc vraiment, il faut savoir ce que toi tu veux performer. Qu'est-ce que tu réponds à un gars qui va dire ouais mais le Bitcoin là il est trop cher? Je vais lui dire il n'a pas forcément 70 000 même, il a que genre par exemple 1000 euros à mettre. Si une personne a 1000 euros et souhaite souhaite un retour sur investissement super rentable avec 1000 euros sur Bitcoin, je lui dis la vérité, va voir ailleurs, même 1000 euros, mais les pas sur Bitcoin et tout. Même si toi tu sens que c'est trop haut le prix, achète pas, tu vois. Ouais. Genre vraiment, c'est vraiment une question de sentiment. Souvent les gens se réveillent trop tard, de toute façon ça c'est très très connu. Maintenant une personne qui a 1000 balles, qui vient me voir, qui me dit Sabri, je veux mettre 1000 balles dans le BTC, je lui dis, bon, si tu comptais les claquer dans la semaine, mets-les là-dedans,
c'est mieux que rien. Ouais. Mais bien sûr qu'il y a mieux à aller chercher. Il y a mieux à aller chercher que BTC, surtout quand il a performé. Ok. Ça veut dire que quand on voit un BTC qui est là à son ATH, forcément, ok, il peut être en overprice, il peut aller plus haut, etc. Mais c'est bon, il faut savoir, si tu as été positionné avant, il faut savoir se considérer heureux et voilà, avoir bien mangé et attaquer sur autre chose. Mais si c'est déjà parti, c'est déjà parti. Ce qui est vertical, ne l'achète pas. Ouais, ok. Moi, je l'ai toujours dit. Hein. Quand c'est vertical, achète pas. On achète en setup horizontal. C'est la base des bases. Donc, pourquoi tu vas acheter quand c'est vertical? Si tu achètes quand c'est vertical, c'est que tu FOMO. Ouais, bah Donc, oui. ça sert à rien de FOMO. Va chercher de l'horizontal, sois tranquille, positionne-toi et dors. Donc à partir du moment où tu vois une crypto monter en flèche, c'est déconseillé d'acheter. Moi, franchement, je vois une crypto qui est verticale, même si ça me donne envie. Bah, je le disais la dernière fois avec mon collègue, je disais quoi. Parfois, j'ai des placements à faire et tout. Je me dis, bon, je devais placer un BTC, un peu moins d'un BTC, sur un altcoin. Ok, c'était la semaine dernière. Cette crypto, elle s'appelait. Moi, je le dis ici, je sais pas que c'est un investissement parce que même moi, je suis pas positionné parce que j'ai raté mon point d'entrée. Mais je devais être positionné dessus à 1 centime, la crypto. Elle s'appelle le Lime, tu vois. Elle est montée à 13 centimes. Ouais. Là, je me suis connecté, je vois, elle est à 13 centimes. C'est-à-dire que même moi, j'ai raté mon opportunité. J'avais un setup horizontal parfait. J'allais mettre à peu près un BTC, je pouvais en récupérer une dizaine. Et malheureusement, bah, je sais pas ce qui s'est passé. Je suis allé sur les réseaux, j'ai scroll, tout ça, j'ai raté une opportunité, je vois le graphique, il a pété. C'est des sensations, t'as envie de te griffer, mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est pas grave. Là, t'arrives à avoir cette lucidité de dire, je vais pas rentrer. Moi, je rentre pas, c'est pas grave, j'ai raté le train. Quand tu rates le train, faut assumer. Ouais. Mais il y a des avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis plus en mode de, voilà, je vais taper dans les murs et tout. Mais avant, pour ça, je tapais dans les murs. Je tapais dans le mur, je dis, mais pourquoi je fais ci, je fais ça? Mais t'apprends. T'apprends avec le temps et tu te dis, voilà, quand t'as une opportunité et que tu la vois maintenant, agis directement, tu vois. Ça m'arrive plein de fois, même encore aujourd'hui. Je rate des trains, j'en prends plein, tu vois. Ça m'arrive de gagner, de perdre. Mais forcément, c'est l'expérience que j'ai accumulée qui m'a permis d'être la personne que je suis. Ouais. Et tu vois, il y a une chose chez toi qui m'avait marqué, c'est ce que tu m'avais dit. C'était à l'époque, tes premières sources de revenus, sans forcément compter la crypto, c'est que tu faisais en sorte de toujours tout remettre sur BTC, sur ETH et tout. Et ça m'avait marqué, tu vois. Et du coup, depuis, je fais que ça. C'est-à-dire que pour te dire, petite anecdote, c'est que à chaque fois, que ce soit à travers mes business annexe, mes payouts, trading, etc., BTC, ETH. Et moi, je calculais pas parce que c'était sur ma ledger. Au bout d'un moment, je me réveille, tout le monde me dit, ouais, BTC, c'est un pump et tout. Je regarde mon wallet, je dis, ouais, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Ça fait plaisir, tu vois. Et ça fait plaisir parce qu'en fait, t'es détaché. Et c'est ce que toi, en fait, tu montres, c'est que, en fait, t'as ton plan, mais t'es détaché émotionnellement. Exactement. En gros, faut être détaché de son plan. Et je te dis la vérité, J'aimerais bien que le marché crache à 0. Genre, ça crache à 0 comme ça. Dieu, il m'envoie le signal en mode, t'avais tort. T'as mis tes billes dans le mauvais truc. Maintenant, recommence de 0 et trouve un meilleur business. Tu vois? Genre, en vrai de vrai, j'aimerais bien que ça m'arrive, moi, pour vraiment apprendre la leçon et me dire, bon, je me suis trompé depuis le début, etc. Maintenant, moi, je te dis la vérité, je me suis exposé quand j'étais... auparavant, quand je mettais tout full BTC, full Ethereum, j'étais dans mon pari. Ça veut dire que tout ce que je gagnais, je le mettais dedans. Tout ce que je gagnais, je le mettais dedans. De l'accumulation à un Ether quand il était à 80 €. Je te parle pas quand il est à 2000, 3000 balles. Ether 80 balles, tu mets un coup de CB à 5000 €, t'en as 50 des Ethereum, t'en as même plus, tu vois. Ouais. Donc, forcément, j'accumulais. Mais je calculais ça d'une façon très simple et je m'en rappelle. Moi, j'aimais beaucoup Cardano, tu vois. Ouais. J'étais un fan de Cardano quand il était à 1 centime. 1 centime, 2 centimes, j'étais un grand fan de Cardano, j'aimais bien. Et j'étais dans ma chambre, et je me rappelle, j'avais une tirelire rouge, tu vois. Et je comptais toutes les pièces de 2 centimes. Et je mettais les pièces de 2 centimes comme ça. J'avais de l'argent, mais je voulais juste faire un truc. Je me disais, imagine, tous les gens qui ont une pièce de 2, mettez cette pièce de 2 centimes sur le Cardano. Parce qu'une pièce de 2, c'était un Cardano. Ouais. Ok. Moi, je regardais... tu sais, je faisais mes calculs, tu sais, je faisais du Fibo, Maxi Profit, etc. Je calculais mes zones. Je regardais qui pouvait arriver entre 1$, 1,50$, tu vois. J'ai fait mes calculs, même je l'ai envoyé aux membres, bref, tout ça. Il s'est passé ce qui s'est passé, il est monté à 1$. 1$, même il est monté à 2$, pour te dire. À ce moment-là, quand ça se passe, cette chose-là, je me dis quoi? Même moi, malgré que j'en ai acheté, je me dis, pourquoi j'en ai pas acheté plus? Ouais. Tu vois? Pourquoi est-ce que j'en ai pas acheté plus? C'est-à-dire que malgré que toute ma vie, j'ai gagné, j'ai injecté tous les mois, tout ce que je gagnais, je l'ai injecté. Aujourd'hui, je suis content, je suis en gratitude, mais je me dis, pourquoi j'ai pas fait?
C'est-à-dire, malgré ça, mon cerveau, il me concentre sur ce que j'ai pas réalisé plutôt d'être en gratitude sur ce que j'ai réalisé, tu vois. Ce que t'as accumulé à l'époque, frérot, c'est énorme. Ça veut dire que même toi, tu me dis, ouais, t'es bien, tout ça. Je dis, oui, je suis bien, mais j'aurais pu mieux faire, tu vois. Oui. C'est-à-dire que malgré ça, je me concentre sur ces petites tâches, mais t'as raison, pour moi, c'est le move de ma vie. Et quand je serai sur mon lit de mort, je me dirais, waouh, mec, t'as fait un move de fou, Oui, c'est ça. Et quelque part, c'est aussi un timing que t'as eu à ce moment-là, parce que pendant. Ouais, y a personne qui faisait ça. Y a personne Personne y qui croyait. En fait, personne n'y croyait. Sauf, il y avait une personne. En fait, moi, j'avais vu une personne qui gagnait plus que moi. Ouais. C'est ça le déclenchement. J'ai vu une personne qui gagnait beaucoup par mois. Genre, à l'époque, ça va, j'étais bien, mais Combien? allez, c'était à peu près à cette époque-là où je commençais vraiment à accumuler, c'était du 15 minimum fixe avec une seule source de revenus, tu vois. Ok. Mais tranquille. Et moi, j'injectais, tu vois. Et c'est une personne qui gagnait à peu près 60-70 Ouais. de fixe, de minimum, tu vois, Ouais. sans compter les autres, avec une seule source de revenus. Ouais. Elle m'a dit, ouais, moi je prends mes paiements en BTC et tout ça. Je dis, comment ça, tu vois, je vois qu'elle prend ses paiements en BTC. C'est une personne qui gagne plus que moi. Et moi, je me suis toujours dit, fais ce que les gens qui ont les résultats, et fais ce que les gens qui ont les résultats que tu désires, Ouais. voilà, que tu veux, ont. Ouais. Tu vois, fais ce qu'ils font, tu vois. Et quand j'ai vu qu'il a fait ça, j'ai pas hésité. L'argent, je m'en fous. Même si je les perdais, c'est pas grave. Je te dis la vérité, il y a eu des corrections. Au moment, le BTC, il y a 4 ans, avant l'halving, il Ouais. fait une correction de 50%. Ouais. Forcément, mon wallet, il prend un coup. Mais T'arrivais à garder cette lucidité de te j'avais dire- cette lucidité, mais j'ai anticipé aussi certains mouvements. Ouais. J'avais encore cette lucidité de m'exposer en USDT, de réinjecter. J'ai fait 2-3 moves qui ont multiplié mon bag. Ouais. Et c'est en fait, moi, je te dis la vérité. Demain, tu peux avoir un gros bag en crypto. Ouais. Si juste tu vends, moi je te parle même pas d'acheter, juste dans l'année, tu vends au bon moment, tu peux juste vivre de ça. Ouais, bah ouais. Et en prenant même pas 5-10% des profits Ouais, pour c'est vivre. vrai. Ouais. Si tu fais juste les bons mouvements, tu calcules bien les dips et tout, les gens disent ouais mais tu peux pas anticiper un dip, arrêtez. À chaque fois qu'un dip se réalise, on se rend compte qu'il allait sur des niveaux de prix qui étaient anticipables, qu'il y avait des confirmations, que c'était un mouvement qui était anticipable. Ouais. Donc forcément en fait ce qu'il faut en conclure c'est que les gens sont trop exposés. Ouais. Faut gérer son exposition. Si Ok. aujourd'hui tu regardes trop ton wallet, c'est que t'es trop exposé. Ok. Tu vois. Et Il y a du- tout cet équilibre à avoir. Et du coup, concernant ton exposition, est-ce que tu as des pourcentages que tu te fixes? Comment tu réfléchis par rapport à ça? Moi, il y a des pourcentages que je me fixe, mais dis-toi qu'une stratégie, c'est comme une brosse à dents. C'est-à-dire, même moi, je peux avoir une exposition à 70%. Si demain, quelqu'un a une exposition, la même exposition que moi, ça se trouve qu'il va pas avoir les mêmes réactions justement sur ça. La psychologie, tu vois. elle est différente Parce que selon la chacun. psychologie, bien sûr, elle est différente. Moi, mon exposition, je vais la varier par rapport au moment du marché, tu vois, et aussi à des moments d'indécision. Ok. Par exemple, j'ai vendu BTC à... J'ai pas vendu BTC à son top, là, à 70 000 $, Ouais. et j'en ai vendu une partie à 60-62, tu vois. Quand j'en ai vendu une partie à 60-62, j'ai commencé à me positionner sur les alts, voilà, sur différents narratifs, RWA, etc. On avait des bons points d'entrée. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a commencé à avoir une correction sur BTC. Dès qu'il y a une correction et on est dans des moments d'incertitude, moi, ce que je fais généralement, c'est que je vais tout simplement exposer la moitié du bag qui est exposé justement en USDT. Ok. C'est-à-dire que je vais me calmer, je vais me dire bon, il va y avoir une correction. Dès que je vois qu'il y a un gros mouvement qui arrive sur BTC, je sais qu'il va arriver sur les alts. Je me dis bon, je calme. Et souvent, ce que je fais, c'est que je calme pendant la session asiatique. Parce que c'est souvent pendant la session asiatique qu'il y a un bordel. Ok. C'est jamais, tu sais, à midi, tu te réveilles, le BTC C'est est vrai à que le 71 BTC 000. il bouge et- beaucoup à partir d'une heure. Moi, c'est à 2h du matin, je me réveille et c'est pendant à 2h du matin que je vois justement l'ouverture de la bougie en daily. Ouais. Et quand je vois l'ouverture de la bougie en daily, justement, je vois justement ce que font à l'ouverture asiatique. C'est souvent eux qui décident du mouvement, tu vois. Et la preuve, j'ai déjà fait 2-3 mouvements, j'achetais juste la journée, je vendais la nuit, j'étais en gain, tu vois. Je me disais, mais Ouais. c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'ils me font les Asiates en fait? Ils prennent juste profit, juste ils vendent, tu vois. Donc forcément, la session asiatique, c'est celle à laquelle je me suis le plus intéressé. Donc moi, quand on arrive dans des moments d'indécision, je diminue mon exposition. Ok. Et quand on arrive dans des moments comme ici, là, on a un peu d'euphorie, etc. Ce que je fais, c'est quoi? C'est que je regarde vraiment les zones, des zones de liquidité à aller chercher. Par exemple, là, on a une zone à 75-76 000 où il y a énormément de positions en short. Et là, moi, ce qui m'énerve un peu dans le marché et ce qui me rend un peu indécis, c'est quand je vois trop de spread, quand je vois trop qu'il y a trop de leverage, tu vois, qu'il y a trop de gens qui sont positionnés avec des leviers. Ça m'énerve un peu parce que ça force le prix à faire des mouvements, tu vois. Ok. Ça force à aller chercher des niveaux de liquidité. Donc forcément, ça va faire des grosses mèches descendantes ou des grosses mèches ascendantes, tu vois. Mm. Donc dans ces moments-là, moi ce que je fais,
je coupe une partie. Ok, par exemple, voilà, le BTC, il est à 67. Je vais laisser mon BTC à 67. Par exemple, 30-40% de mon BTC, il est à 67. Les autres 40%, par exemple, qui sont exposés, je vais les stable en USDT. Et ensuite, je vais mettre des ordres. Ok. Il y en a d'autres, et je vais mettre des ordres justement limite. Donc un ordre à 60, un ordre à 61, etc. etc. Ok. Donc tranquillement, voilà, je vais pas être gourmand, je vais pas mettre des ordres à moins 30%. Après, ce qui est bien de faire, il y en a qui font du hedge. C'est-à-dire qu'ils vont placer justement leur BTC, lorsqu'ils ont peur justement que le BTC chute, et ben ils vont le placer justement en leverage, en x1, mais en vente. Ok. C'est-à-dire en faisant ça, si le BTC descend, eux, ils gagnent du BTC, mais si le BTC monte, ils perdent un peu de valeur, mais justement ils peuvent couper leur position. Ça te permet voilà, d'être tranquille. Comme ça, quand tu dors, s'il monte, c'est pas grave, mais s'il descend, voilà, t'es sûr de sécuriser un peu en cas de grosse chute. Tu vois. Et ça serait quoi du coup tes prédictions concernant ce bull run là cette année 2024 comparé à ce que tu as vécu du coup les différentes années? En fait, moi je chantais que ce bull run là elle allait être excitée avant le moment clé. Ça veut dire le dernier bull run, il n'y a pas eu d'excitation avant l'halving. Okay. Là, je savais qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont au courant de l'halving, donc il y a eu une excitation avant l'halving. Ce premier point, je l'ai confirmé. C'est cool. Maintenant, la deuxième chose que je sens arriver, vraiment, c'est un événement fondamental. Après, là, je te dis vraiment mon ressentiment. C'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout une prédiction sur à 100%. Maintenant, moi, au niveau de mon ressenti, je sens qu'il y a un événement fondamental qui doit arriver pour provoquer un événement de liquidité. Parce qu'actuellement, je me pose la question, ok, le BTC peut démarrer, on peut arriver à des trains de fou, mais c'est souvent justement pendant et après l'halving qu'il y a des mouvements super intéressants à faire, tu vois. Maintenant, au niveau des 18 prochains mois, bien sûr, de 1, est-ce qu'il va y avoir des corrections de 30%? Oui. Est-ce qu'on va voir un marché qui va augmenter? La réponse, elle est positive aussi. On va voir un marché complètement ascendant. Maintenant, moi, je vois vraiment un marché évoluer de façon drastique, tu vois, je te dis la vérité. Bien sûr, il n'y a pas tout le monde qui va réussir son bull run, il faut être positionné sur le bon narratif et suivre les bonnes vagues. C'est-à-dire là, peut-être la vague dans les 3 prochains mois, ça va être une certaine vague, mais il va falloir cut et reprendre une autre, tu vois. Ouais. C'est vraiment du surf. Okay. Donc, pour moi, ce que je pense, c'est que les prochains mois vont être bullish sur le marché. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour moi, un événement fondamental comme une guerre. Donc, une guerre... je sais pas, un événement, ce qui se passe en Russie, ce qui se passe en Palestine, tout ça, ça peut également créer un événement sur le marché. Ouais. C'est très très important, même ce qui se passe en Chine, etc. Tu vois, vraiment ça tient vraiment sur un fil. Donc cet événement-là, pour moi, c'est le seul événement qui peut justifier un retracement de 50%, parce que c'est vraiment la première chose qu'on me pose. C'est vraiment le contexte géopolitique en fait. C'est vraiment le contexte géopolitique qui peut amener un retracement de 50%, parce qu'actuellement, on peut avoir un squeeze short à arriver, mais il faut un événement fondamental pour amener à squeeze short. Ouais. Donc, je pense que cet événement peut être l'halving, donc on peut avoir cet événement-là juste avant ou après l'halving. C'est ce qui s'est passé justement il y a 4 ans, on a eu un retracement de 50%. Le BTC, il était à 8000, il passe à 3008 directement, c'était le bottom. Et forcément, on peut avoir vraiment un bottom qui peut se dessiner, donc ça peut être intéressant. Ensuite, on va avoir, pour moi, des méga cryptos qui vont ressortir. Ça veut dire plusieurs cryptos qui vont atteindre plus de 100 milliards de market cap. Okay. Et ensuite, l'évolution de nouveaux narratifs. On a vu qu'en 2020, voilà, c'était quoi? On avait la crypto, 2021, c'était les NFT. Ensuite, on a eu le métaverse, etc. Je pense que cette année, il va y avoir beaucoup de hype sur les RWA, voilà, sur également de la DeFi, parce qu'on se rend compte que voilà, la finance décentralisée, c'est vraiment l'ennemi numéro 1. C'est vraiment l'ennemi public, vraiment la finance décentralisée. Donc, la DeFi, pour moi, ce qui est l'ennemi, ce qu'on souhaite vraiment couper, et ben pour moi, c'est quelque chose qui a du potentiel. Okay. Donc, pour moi, on va surfer sur des vagues cette année et on va vivre vraiment certainement un très très bon bull run. Tu vois. C'est vrai qu'en fait, en fonction de chaque bull run, il y a toujours des hypes. Comme tu en parlais, avant, il y avait la NFT, tu as tout ce qui est métaverse, etc. Cette année, on entend beaucoup parler des tokens RWA. Tout ce qui est des tokens liés à l'intelligence artificielle, qui est vraiment à l'ère de notre temps. Qu'est-ce que tu penses de tous ces projets-là? Moi, je te dis la vérité, je suis exposé dessus. Okay. Donc, comme je suis exposé depuis longtemps sur des cryptos, sur des IA et sur des cryptos, voilà, des RWA, plein d'autres secteurs, moi, ce que je pense, c'est quoi? C'est que, bien évidemment, c'est des secteurs qui ont de l'avenir, tu vois. Si demain, tu as envie de prendre un risque, tu as 1000 euros. Franchement, tu as 1000 euros, tu as envie de prendre un risque. Mais 1000 euros, tu prends 50 balles. Tu mets sur 20 cryptos IA qui ont du potentiel. Tu regardes justement là, voilà, tu regardes un peu si tu n'investis pas dans de la merde, entre guillemets.
Tu regardes un peu voilà, les angles morts et ensuite le reste, c'est bon, tu vois. Ouais. Mais vraiment, pour moi, l'IA, le secteur de l'IA, de RWA, c'est un secteur qui va prendre sa claque dans market cap, tu vois. Pour l'instant, il y a encore pas beaucoup de cryptos de ce secteur-là qui ont dépassé vraiment des grosses capitalisations. Pour moi, 1 milliard, c'est pas encore une grosse capitalisation dans la crypto, tu vois. Ouais. Ça va encore de plus en plus capitaliser. Mais bien sûr que ces vagues-là sont à suivre. Il faut se positionner. Bien évidemment, quand c'est vertical, prenez votre temps, je l'ai toujours dit. Regardez vraiment des assets sur lesquels il y a des retracements. Voilà, se positionner petit à petit, voilà, ou alors tu as envie de mettre 1 000 € sur cette crypto, tu sens qu'elle a déjà parti, mais 25% de cette 1 000 € parce qu'il va y avoir des zones de retracement. Mais comme tu l'as dit, ces secteurs-là, chaque année, chaque halving, chaque bull run, il y a des hypes, il y a des secteurs sur lesquels il faut surfer. L'IA en fait partie, les RWA aussi. Il faut surfer sur la vague, bien évidemment, et il faut vendre aussi, apprendre à vendre et accumuler. Et ça, c'est un truc de ouf. Et tu fais bien d'en parler. C'est que acheter, c'est facile, mais vendre, c'est très difficile pour la plupart des gens. C'est parce que, en fait, limite, le premier conseil que je donne, c'est les gars, vendez. Les gens, en fait, moi, je me rappelle souvent quand j'avais une crypto, c'était le Chiliz à l'époque. Je l'avais investi dans les 1 centime. Il fait 91. Genre, à ce moment-là, quand il est haut, tu te dis, mais j'ai envie de garder, tu vois. J'ai envie de garder. Ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, vendre, c'est difficile. Mais est-ce que, genre, toi, tu as des stratégies de sortie prédéfinies ou pas? Parce que je vois la plupart des gens, frérot, ils veulent garder leur crypto, ils veulent pas vendre, ils veulent pas se payer. Bah, après, tu as plein de stratégies de sortie, tu vois. Tu as plein de stratégies de sortie. Et souvent, en fait, tu commences à penser à ne pas vouloir sortir parce que tu te dis, allez, je te donne un exemple, tu mets 10 000 € sur une crypto, elle fait x20, t'es à 200 000 balles, tu te dis putain, elle fait juste x2, j'achète, j'ai une Lamborghini, tu vois. Ouais. Donc forcément, ton cerveau, il pense différemment quand t'as de l'oseille, je te dis la vérité. Ouais. Faut avoir des grosses positions pour comprendre comment la psychologie, elle fonctionne. Maintenant, comment il faut agir pour bien vendre, faut avoir des stratégies. Donc, ne jamais se positionner, règle numéro 1, ne jamais se positionner sur une crypto si tu sais pas quand sortir. Ouais. Ça veut dire que tu pars déjà perdant. Ouais, bah. Si tu te positionnes sur une crypto à 10 $ et que si elle monte à 50 $, pour toi, t'as pas de plan de sortie, bah ça veut dire que t'as un plan de sortie quand elle sera à 5 $. Ouais, bah. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, pour moi, tu rentres pas dans un projet si tu sais pas quand tu sors. Ok. Ça, c'est la base. Deuxième chose, toujours sécuriser son dépôt. Toujours sécuriser sa mise. Ok. Ça veut dire demain, tu mets une crypto, tu mets 2 000 €. Tu montes à 4 000 ou 6 000 ou 5 000. T'enlèves 2 000 balles. Ouais, ok. Je veux rien savoir. Comme ça, tu perds rien. Je veux rien savoir, tu perds rien. Et ça, c'est la base pour la strat d'accumulation. Ouais. La stratégie d'accumulation, c'est voilà, tu vas mettre 1 000 € sur 10 assets à risque. Dès qu'il y en a une qui double, Ouais. eh bah, tu vas couper. Bon, une qui double, qui triple. Par exemple, tu as mis 1000 balles, tu as fait 2000 ou 3000 balles. Tu vas couper, tu vas remettre sur 2 assets, deux nouveaux assets, 1000 balles, et ainsi de suite. Tu vas coupler, tu vas doubler justement tes mises pour multiplier justement tes assets sur lesquels tu es positionné. Tu vois. Maintenant, au niveau de la stratégie de sortie, ce qu'il faut faire, c'est stratégie de double. Ouais. Moi, ce que je fais, c'est il y a un double, je commence à sortir. Ensuite, il y a 2 doubles. Ensuite, 3 doubles, 4 doubles. Okay. Tu vois. Donc ça, c'est vraiment ma stratégie, la stratégie de base. Mais une personne qui sait pas du tout quand vendre, qui se dit, ouais, je sais pas quand acheter, je sais pas quand vendre, etc., etc. Moi, le conseil que je lui donne, si tu veux vraiment sécuriser ton capital, mets des TP à 110%. Okay. Mets TP à 110%, parce que souvent, quand il y a un TP à 110%, il y a un petit retracement. Ouais. Après, ça peut continuer, hein, t'as vu. Mais souvent, ce que tu fais, tu mets 1000 balles, tu fais ton TP 110%. Soit tu laisses tes 1000 balles tourner, soit tu coupes tout, tes 2000 balles. Okay. Ensuite, tu remets, tu attendras ton point d'entrée pour remettre tes 1000 balles dessus. Et tu gardes ta mise de départ pour aller chasser ailleurs. Okay. Et tranquille, toujours sécuriser sa mise de départ, pour moi c'est la base. Après voilà, le plan de sortie, ça dépend de chacun. Ouais. Mais vraiment sur une stratégie, vraiment. Parce que tu sais, tu as les investisseurs efficaces et les investisseurs efficients. Un investisseur efficient, aujourd'hui tout le monde veut être un investisseur efficient, alors que moi je leur conseille plus d'être un investisseur efficace. Un investisseur efficient, il va acheter, il va vendre, il va voir tout ça. Mais 90% aujourd'hui des investisseurs efficients, ils font des mauvais moves. Ouais. Tu vois, moi je vais plus conseiller, au lieu de voilà, avoir voilà, des plans avoir plusieurs plans de sortie et tout, et checker son wallet tout le temps. Voilà, plutôt faire, par exemple, mettre sur des targets et des TP max à x10, par exemple, x10, x20, avec voilà, des gros potentiels de croissance sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Ok, ouais. C'est mieux de faire ça. Mettre ta stratégie de sécurité de capital, ça veut dire que dès que t'as fait tes 110%, t'as fait ton double, etc., tu sécurises ton capital. Ensuite,
ce que tu fais, c'est que tu le laisses et que tu oublies ton wallet. Ok. C'est-à-dire que c'est possible que tu prennes un retraitement de 50%, que tu sois en dessous même de ton point d'entrée, mais c'est mieux d'être un investisseur efficace quand t'as pas trop d'expérience parce que tu vas te remercier de pas trop toucher ton wallet. Ouais, ok. C'est mieux de pas trop toucher son wallet parce que quand tu sais pas comment ça marche vraiment, quand tu touches, souvent ce que tu fais, c'est Ouais. tu fais n'importe quoi. Ok. Faut mieux pas toucher. Et tu sais, l'argent, pour moi, ça rend fou. Dans la mesure où, pour moi, l'argent, c'est une question de responsabilité. Si tu as trop d'argent, au bout d'un moment, émotionnellement, si tu pas prêt à l'accueillir, tu vas devenir fou. Et moi, ce que je faisais, tu vois, avant d'avoir mes capitaux en trading, c'est que je faisais toujours en sorte d'accepter les capitaux que j'ai, faire les gains que j'ai relatifs à ce capital pour pouvoir augmenter et passer à un capital suivant. Parce que je sais que, émotionnellement, si je ne suis pas prêt, par exemple, à gérer 500 000 euros, je vais faire n'importe quoi, tu vois. Toi, comment tu as fait pour passer de ce stade-là, au début accumuler, recevoir tes paiements en BTC, à maintenant gérer autant de capital? Parce que franchement, ce sont des gros capitaux pour franchement ton jeune âge, dans la mesure où aujourd'hui tu as quoi? Tu as 24 ans. Bah, émotionnellement, comment tu arrives à gérer? Bah, je sais pas comment t'expliquer. Franchement, je suis vraiment quelqu'un, genre, je sais d'où je viens, tu vois. Genre, je sais d'où je viens. Et pour moi, l'argent, genre, je sais pas si tu comprends, mais je suis pas né avec l'argent. Je connais la valeur de l'argent, tu vois. Mais pour moi, genre, c'est pas assez important que ça, tu vois. Je te dis la vérité, tu vois. Genre, c'est bien l'argent, c'est bien l'oseille. Pour toi, ça fait pas le bonheur? Mais pour moi, ça fait pas le bonheur. Ok. Moi, je dis la vérité, tu vois. Pour moi, ça fait pas le bonheur. Il y en a plein qui disent, ouais, ça fait le bonheur et tout ça. Moi, je respecte la vie de tout le monde, tu vois. Mais personnellement, ce que je pense, c'est que tu peux avoir 500 millions. Et parce que je connais des gens qui ont de l'argent, tu vois. Qui ont de l'argent, qui peuvent prendre les gens de haut, tout ça. Mais tous les gens que je connais, que je côtoie, qui ont de l'argent, on se respecte pour qui on est et pas pour ce qu'on a, tu vois. Ok, ouais. Et tu vois, juste ces valeurs-là, le fait de côtoyer des gens qui sont comme ça, j'en ai rien à foutre d'avoir des wallets à je sais pas combien. Pour moi, c'est comme si... Pour moi, c'est... Comment dire? C'est genre... c'est pas un jeu, mais si aujourd'hui j'ai ça, c'est que j'ai les épaules pour. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a rien qui t'arrive souvent qui est plus fort que toi, tu vois. Souvent, quand il t'arrive un événement, c'est que l'univers a fait que cet événement soit fait pour que tu puisses le surmonter, tu vois. Donc, moi, vraiment, je relativise beaucoup. Je pense vraiment au futur. Peut-être que parfois, j'y pense. Je me dis, ouais, imagine ton plan que t'as préparé se passe vraiment et que les targets que tu t'es fixés, tu les tapes vraiment. Tu vois, moi, je me fixe souvent des grosses targets. Et après, cette target-là, quand je la fixe, si je vise un peu moins, je serai quand même un peu satisfait, tu vois. Mais j'ai quand même une grosse target que je vise. Parfois, je me dis, ouais, si je vise cette grosse target, que j'atteins cette grosse target, je me dis, ouais, ça fera beaucoup. Mais malgré que ça fait beaucoup, je me dis toujours, et c'est ce qu'on dit souvent chez moi, je dis toujours, alhamdoulilah, genre, Dieu merci, on est bien, on n'a pas forcément à ça, on n'a pas à se plaindre, frérot, on a 2 bras, 2 jambes, on respire. Il y a des gens, ils ont même pas de quoi manger, ils savent même pas où dormir et tout. Donc, je suis pas dans un film dans ma tête, j'ai vraiment les pieds sur terre. Et pour moi, genre, je peux avoir une personne en face de moi, elle a 5 millions ou elle en a 500, j'en ai rien à faire. Vraiment, le plus important, c'est la valeur, c'est l'échange. Et c'est le résultat final qui m'intéresse, tu vois. Et moi, vraiment, ce que je fais au niveau des collabs, au niveau des personnes avec qui je travaille, c'est vraiment que du feeling. Ça veut dire que il y a une personne, certes, elle peut avoir le capital qu'elle veut, elle peut être qui elle veut, elle peut être le fils d'un tel ou d'un tel. Moi, je te dis la vérité, je te sens pas, frérot. T'as vu, genre, je te sens pas, je veux même pas bosser avec toi. Moi, je suis quelqu'un, genre, je veux de la tranquillité, de la sérénité d'esprit. Je veux pas quelqu'un parce qu'il y a de l'argent là-bas, qui est placé là-bas, qui m'appelle tous les jours. Ouais, non, gros, tranquille. Genre, on a tous des familles, on a des parents, on a des choses auxquelles on doit s'occuper, on a des priorités. Et l'argent, c'est vraiment pas une priorité. Ouais. Et même si beaucoup pensent que l'argent fait le bonheur, je te dis la vérité, demain tu perds ta mère, je te dis ça coûte 500K la minute de rendez-vous avec elle. Mon gars, tu vas trimer toute ta vie pour réunir tes thunes, pour juste passer 10 minutes avec elle. De ouf. Tu vois ce que je veux dire? De ouf. Donc faut arrêter de penser à ça, faut arrêter de penser qu'à ça. Certes, l'argent pour moi, c'est une clé l'avantage, de liberté. c'est l'avantage pour moi de l'argent. Pourquoi est-ce qu'il faut en faire? Il faut en faire pour ne pas y penser. Okay. Après le reste, c'est du bonus. T'as vu? Mais c'est comme ça. Ce qui m'a marqué chez toi, c'est que c'est vraiment cette humilité, dans la mesure où, tu vois, la première fois qu'on s'était revus là, je te voyais tranquille, etc., en mode peace, il fait ses trucs et tout, mais on discute, on creuse, on se rend compte que ce mec il est trop chaud. Et dans mon entourage, je pense que t'es l'une des personnes qui fait le plus d'argent, mais qui monte le moins
qui est tranquille, pisse de son côté, alors que frérot, dans l'ère des réseaux sociaux et tout, frère, les gens, il faut à peine 10 000 balles, ils flambent sur les réseaux. Toi, Une fois j'étais à un appel avec un pote à moi, tu vois. J'étais à un appel avec un pote à moi que je connais bien, il m'appelle pas trop souvent, tu vois. En plus, comme il fait du foot et tout, il fait du foot à haut niveau, il n'a pas forcément le temps on n'a pas forcément le temps de parler souvent, on s'appelle, voilà, j'étais en Thaïlande et tout, on m'appelle en FaceTime et tout. Il me dit, ouais, Brissa. Il me dit, ouais, Brissa et tout, ça dit quoi, tout ça, la crypto, tout ça, etc. Il me dit, ouais, bien. Et il me dit, là, il me pose une question, il me dit, pourquoi je te vois pas sur les réseaux, ouais. Il me dit, pourquoi je te vois pas sur Snap? Pourquoi tu fais pas comme lui? Pourquoi tu fais pas comme lui? Pourquoi tu fais pas comme lui? Et ce mec-là, il me connaît, tu vois. Ouais. Et je lui ai posé une question. Je lui ai dit, pourquoi tu me poses une question à laquelle tu connais déjà la réponse? Si je fais pas ça, c'est que je veux pas faire ça. Ouais. Genre, c'est tout. Pourquoi tu vas montrer des choses, tu vois? Je pars du principe où quand tu montres quelque chose, tu te rends pas compte, mais il y a des gens qui... Je sais pas, demain tu vas montrer un bon restaurant, toi tu vas penser à ouais, regardez, je mange un bon truc et tout. Moi j'ai fait partie des gens qui regardaient le resto et qui me disaient putain, j'ai la dalle de fou, tu vois. Ouais. Je sais pas si tu captes. Ouais. Mais moi j'ai fait partie des gens qui étaient de l'autre côté. Moi j'ai fait partie des gens qui regardaient les gens. Ouais. Qui regardaient les gens, qui graillaient, les gens qui se mettaient bien, les gens, tout ça. Il y en a certains qui m'ont impacté parce qu'ils apportaient de la valeur et ils t'expliquaient que tu pouvais le faire toi-même. Et forcément, c'est ces gens-là qui m'ont impacté, qui m'ont montré que je pouvais le faire moi aussi. Donc j'en suis en gratitude. Je suis en gratitude, mais les gens qui montrent juste pour montrer, je te dis pas, mais j'avais un sentiment un peu de... Pas de hater, mais tout le monde a ce sentiment-là, t'as le seum un peu. Ouais. Le mec, il te montre, mais pourquoi il te montre? Ouais, y a pas de raison particulière. Et moi, j'aime pas montrer, alors que derrière, t'as de la mauvaise intention. Ouais. Je vais pas te montrer un compte MT4 juste pour t'affilier, frérot. Ouais. Je sais pas si tu captes. Ouais. Je suis pas dans ce délire-là, j'ai pas envie de le faire. Il y en a qui le font, il y en a qui sont sur les réseaux, tout ça. Moi, je les respecte, tu vois. C'est leur choix. Mais pour moi, à long terme, si demain, je dois tout recommencer à zéro, et je retourne, je sais pas, 5 ans auparavant, on me dit, regarde, il y a ce business-là qui peut te faire manger, ce business-là qui peut te faire manger. Je te dis la vérité. Je resterai la personne que je suis, parce que c'est mon caractère, tu vois. Ouais. C'est comme ça. De temps en temps, je peux filmer, je peux snapper, mais je vais jamais être dans l'extravagance, tu vois. Ouais. Je veux pas être dans l'abus. Okay. Pourtant, j'ai déjà vécu des choses mais je préfère les vivre pour moi, tu vois. Ouais, Au lieu de les snapper, tu vois ce que je veux dire? T'étais avec moi, on était dans des maisons, les maisons coûtaient je sais pas combien. Ouais. Je dormais, je me réveillais, je prenais même pas mon snap. Pour toi, ça change rien. Ça change rien, frérot. Je peux être dans une cave, pour moi, le plus important, c'est vivre le moment présent, accepter le moment présent et le savourer, tu vois. Ouais. Vraiment le savourer. pas... Parfois, tu regardes des snaps, tu regardes des trucs, tu te dis putain, j'étais à cet endroit-là, mais est-ce que je me rappelle vraiment que j'étais à cet endroit-là? Ouais, c'est fou. Mais c'est fou, mais tu sais, c'est pour ça que moi je dis souvent, ce qui me fait le plus kiffer en soi, au-delà de l'argent, c'est bien, on va en faire et tout, c'est surtout, tu vois, des moments que tu peux passer en mode tranquille, même pas forcément dans des palaces. Quand t'es dans une cabane, t'es avec tes potes, tu rigoles, tu parles, ça c'est les moments que tu retiens. C'est les meilleurs moments, tu vois. C'est le meilleur moment. Parce que tu les vis vraiment. Jouer aux cartes avec des amis. Ouais. Jouer aux cartes avec des amis, juste être posé sur un tabouret, jouer aux cartes, jouer au président, jouer au Kems. Tu vois, des trucs comme ça. Moi, je te dis la vérité. Là, il y a une semaine, j'étais en famille. Moi, pendant les périodes de Ramadan, j'aime bien être posé en famille à Lyon et tout, je suis avec mes cousins. Putain, frérot, mon téléphone, il est posé. Je regarde pas un seul graphique. Je joue aux cartes. Je joue à UFC, tu sais. Ouais. Genre, mec, c'est les meilleurs moments. Ouais. Je kiffe, frérot. On me dit, ouais, ces moments-là où l'argent, mais frérot, ces moments-là, ils valent tout l'or du monde, frérot. Bah oui, de ouf. Et finalement, t'as pas besoin de grand chose. C'est que tout ce que en fait, l'humain aujourd'hui, tu vois, dans l'ère des réseaux sociaux, on monte tellement. Mais finalement, frérot, on monte tellement que l'humain, en fait, il va être jaloux de ce que les autres ont. Alors que ça se trouve, t'as même pas besoin de ça, tu vois. Genre, tu vois des gens sur les réseaux, tu vois tous les jours des gens voyager, montrer des belles montres, avoir des belles caisses. Donc, forcément, t'arrives à un stade où tu te dis, t'es frustré. Ouais. Et tu dis, mais finalement, en fait, si on t'avait jamais montré ce que les gens montrent sur les réseaux, frérot, tu y penserais pas et tu vivrais ta meilleure vie, tu vois. Bah oui, bien sûr. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, sur les réseaux, tu sais, t'as une commune, mais t'as une commune toxique de fou. Mais c'est surtout en France, hein. C'est les Européens qui sont comme ça. Ouais. On a un peu cette mentalité bizarre, mais en gros, quand un mec il va montrer, on va l'insulter parce qu'il montre. Ouais, de ouf. Parce qu'on a de la haine, tu vois. Alors que tu sais, je te donne un exemple, mais les Asiatiques, quand ils vont voir quelqu'un qui montre, ils vont se dire, mais mec, t'es mal tout ce que l'univers lui donne. Ça donne de la force. T'es mal l'univers ce qu'il lui donne. Donc si ce mec-là, l'univers, il lui a donné une voiture, il lui a donné ci, ça, il est parti de zéro, c'est que forcément, c'est quelqu'un qui a semé
pour récolter. Ouais, de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Ils pensent plus comme ça. Nous, on est en ça mode. inspire. Exactement, ça inspire nous. Ouais. Il y a une pensée parasite, tu vois. Il y a une pensée poison un peu, tu vois. Ouais. Et ça, c'est un problème. Et surtout, tu sais quoi le problème? C'est que tu vois un mec qui explique pas vraiment comment il a fait. Ça fait vraiment... On va l'insulter. Ouais. Mais un mec qui montre pas trop, mais qui explique les étapes bien comme il faut, on va l'insulter aussi. C'est dingue. C'est-à-dire les deux, on va les insulter. Il n'y a Ouais. pas de juste milieu. Ouais, Ça veut dire que tu sois un mec qui... Ça veut dire... Et en plus, même si tu montres et que t'expliques, on va dire toi, il y a un truc bizarre. Ouais, de ouf. Ça veut dire que aujourd'hui, moi, je me suis pas lancé sur les réseaux à cause de ça. Ouais. Genre, de base, je voulais pas trop être sur le réseau, genre tranquille, tu vois. Mais ça, c'est pas une raison de plus de pas le faire. Justement, c'est une raison de plus de le faire. Mais pour moi, c'est un problème de la mentalité française et de la mentalité un peu européenne qui fait que beaucoup ont du mal à avancer. Ouais. Tu vois, beaucoup ont du mal à avancer et beaucoup regrettent de ne pas être passé à l'action plus tôt. Ouais. Moi, à cause de ça, frérot, à cause de cette pensée de merde, je te dis la vérité. Parce que cette pensée-là, tu crois que on l'a tous. On nous met cette pensée de merde à l'école. La plupart des gens, on est toxiques parce que on est conditionné. Et je te dis la vérité, à cause de ce conditionnement-là, il y a plein d'opportunités que j'ai vues, que je me suis dit, vas-y, laisse tomber. Ouais. Puis la merde. Vas-y, laisse tomber celle-ci, inutile. Ouais. Vas-y, laisse tomber celle-là, vas-y, ça sert à rien. Ouais. Et en vrai de vrai, avec le temps, je te dis la vérité, ces opportunités-là, je me dis, mais putain, je suis con. Ouais. Pourquoi est-ce que je les ai pas saisies? Et même l'opportunité du trading, j'ai insulté. J'ai insulté le trading, oui, au début, j'ai insulté la crypto. Ouais. Genre, comme tout le monde, j'ai insulté la crypto. Je me rappelle 2016, un collègue, il vient, il me dit, ouais, il me parle de crypto, nanana. Bon, frérot, qu'est-ce que tu me parles, tu vois, je m'en rappelle très bien. Mais cette mentalité-là, elle m'a créé une barrière. Et c'est cette barrière-là qui aujourd'hui, ont la majorité des Français sur plein d'opportunités. Ouais, moi, j'ai réussi à la casser, cette barrière-là, tu vois. J'ai réussi à la casser, j'ai réussi à me conditionner, à me dire, ouais, ok, ça c'est légal, ça tu peux le faire, ça tu peux pas le faire, tu vois. Mais la plupart des gens ne font pas les choses parce qu'ils sont sûrs que ça ne marche pas, tu vois. Mais c'est ça, mais en fait, c'est que depuis notre enfance, frérot, on est conditionné à la médiocrité avec ce qu'on apprend à l'école, etc. Limite, on t'apprend à être jaloux et on t'apprend à ne pas... Moi, quand j'étais jeune, pour pouvoir être super riche, frérot, soit je devais être footballeur, soit je devais être chanteur, soit je devais faire un mannequin, frérot. Mais dans le schéma traditionnel, c'était pas possible. Donc forcément, au début, quand tu vois des personnes réussir différemment, tu dis, ouais, non, il a fait un truc chelou, il a vendu de la drogue, il a fait des trucs de ouf. Mais cette mentalité française, elle fait que persister. Et pour moi, c'est un problème. C'est que moi, par exemple, tu vois, je commence à poster des réels, des trucs de motivation et tout. Je donne des astuces, tu vois, parce que moi, aujourd'hui, je pars du principe que si j'en suis là, c'est parce qu'on m'a tendu la main, tu vois. Qui je suis, moi, pour pas tendre la main à d'autres personnes. Et si je peux aider une personne juste à travers un mot, je le fais. Mais tu le fais, tu reçois des commentaires en mode « Ouais, si t'étais vraiment riche, tu perdrais pas ton temps à donner des astuces. » Donc, ça veut dire, là, on vit dans un monde où on n'a pas le droit d'aider. Ça nous coûte quoi? Et tu vois que cette mentalité-là, en France, c'est un truc de ouf. Les gens sont jaloux, alors que frère, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vendeurs de rêves, genre, on le sait sur les réseaux, mais il y a aussi beaucoup de personnes, frérot, qui partagent, parce que moi, je sais que j'ai toujours eu envie de partager, de transmettre, toi aussi. Tu as toujours voulu donner. Genre, aujourd'hui, si tu as la possibilité d'aider une personne, moi, pourquoi j'ai commencé les mentorats, tu vois, c'est pas de voir une personne se déplacer d'un point A à un point B. Ouais, je veux dire, en fait, juste parce que je lui ai donné, c'est pas grâce à moi, il a fait son taf. Appris, ouais. Mais juste parce que je lui ai donné un petit truc, frérot, sa vie elle change. Je suis très croyant, je sais que quand je donne, je reçois, mais je vais pas donner pour recevoir, je le fais parce que c'est ma foi, tu vois. Moi, je te dis aussi, pourquoi est-ce que je mets pas trop de trucs sur les réseaux en mode... parce que je crois que il y a un problème en France sur le fait que si tu postes de la valeur, les gens... Enfin, tu peux poster de la valeur, tu vois. Genre, il n'y a pas de problème. Tu peux poster de la valeur et tout. Et en vrai, les gens, ils sont aveugles sur quelque chose. T'as pas besoin forcément de payer. Tu vois, il n'a pas forcément besoin de te payer, toi. Ouais. Il peut juste aller sur ton Instagram, regarder une vidéo, tu l'impactes. Il va sur ton YouTube, il tombe sur une vidéo de trading. Ensuite, il va sur une autre vidéo de suggestion. Ensuite, il tombe sur un autre YouTuber. On s'en fout. Juste le contenu gratuit. Juste le contenu gratuit. Et le fait que toi, tu as réussi à lui faire prendre l'initiative, eh ben juste ça, toi, il n'a même pas besoin de te payer ou quoi que ce soit. Juste le fait que la personne, t'as réussi à la faire sortir sa zone de confort, toi, c'est quelque chose de satisfaisant pour toi, tu vois. Et en vrai de vrai... Le problème aujourd'hui dans la valeur sur les réseaux sociaux,
c'est pas... Aujourd'hui, je mets pas de trucs, tu sais, de réel et tout sur mes réseaux personnels. T'es en privé. Ouais, je suis en privé, mais par exemple, si demain, tu sais, si demain je le fais, certes, mon intention serait pour donner de la valeur, mais 95% des gens qui vont me regarder, ils vont dire, ah ouais, mais ce mec-là, Il veut me vendre quelque chose. s'il fait des vidéos, c'est qu'il a besoin de gens Ouais. pour faire de l'argent. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, je peux vendre des services en utilisant ces programmes-là et tout, il n'y a pas de souci. Mais le problème réel, c'est que ces gens-là, qui pensent comme ça, au final, ils vont jamais passer à l'action et ils vont décourager la majorité des mini-entrepreneurs. Ouais. Parce un vrai mec qui va percer dans son délire, c'est un mec tu sais, qui va être aveugle par rapport à ces choses-là, qui va persister, qui va persévérer, qui va ignorer ces gens-là jusqu'à que ces gens-là vont comprendre que sa valeur est réelle et qu'ils peuvent vraiment, voilà, saisir une opportunité, tu vois. Moi, personnellement, sur mes réseaux, peut-être qu'un jour je le ferai, tu sais, je posterai des choses, etc., tu vois. Mais je pense que à l'heure actuelle, je prépare bien le bag, tu vois, je prépare bien le bag et tout. Après, pour le fun, je le ferai, mais il faut vraiment que la mentalité évolue. Et je pense que le bull run fera évoluer la mentalité parce que il y a des gens qui vont vraiment devenir riches et qui vont vraiment avoir une richesse complètement abondante. Quand tu regardes ce qui se passe, c'est que les gens ils deviennent trop millionnaires facilement actuellement, tu vois. Est-ce que pour toi, Ouais. l'halving, c'est l'opportunité du siècle? L'halving, moi, je pense que c'est le dernier train en crypto avec vraiment de la liquidité de fou. Parce qu'il y a des institutions, on a BlackRock, on a vraiment beaucoup d'argent. Donc forcément, pour moi, ça va être vraiment un secteur où on va avoir des gros caps. Tu vois, vraiment des multiples de folie, tu vois. Après, bien sûr, le train, quand il va décharger, il va sécher du monde. Et forcément, il y aura des gens qui vont saigner. Moi, je te dis la vérité. Pas tout le monde qui va être gagnant pendant le bull run. Ouais. Genre, faut arrêter de croire que c'est la fête, tu vois. Et qu'est-ce qui fait qu'une personne devienne gagnant en fait? Ce serait quoi ton conseil pour qu'une personne tire profit de ce bull run? Si une personne veut tirer profit de son bull run, maintenant, aujourd'hui, moi, Sur l'instant T là maintenant. sur l'instant T maintenant, moi je lui dis, allez vas-y, tu sais quoi, je veux même pas parler de DCA, je veux lui dire, tu places tout aujourd'hui. Pas de money management, un money management, voilà, pas trop strict, mais tranquille. Moi, tu sais ce que je lui dis? Je lui dis, tu vas placer 10% par secteur, ok? Tu vas garder 30% d'exposition sur de l'accumulation en Ether. Tu vas chercher vraiment ce que tu vas accumuler. Ensuite, tu vas tout placer sur le reste. Tu vas donner des targets avec des multiples minimum de x10, voilà. Vraiment des grosses targets, des targets bien larges. Ensuite, ce wallet-là, tu vas te le cold dans une ledger et je veux que tu te fasses juste un coin market cap où tu vas te placer des notifications et tu vas te placer juste les notifs de tes TP max. Un exemple, tu vas acheter, je sais pas, l'Avax à... Moi, je te donne un exemple. Moi, j'ai acheté l'Avax à $9. Ouais. Ok, Avax à $9, mon TP, je l'ai placé à 90. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la notif que je vais recevoir de l'Avax, c'est quand il sera à 90. Et tu reçois la notif à 90. Si une personne veut vraiment garantir son bull run, le conseil que je lui donne, c'est mets tes billes, mets tes targets, regarde plus ton wallet, ferme tes yeux et continue d'avancer. Parce que si tu regardes ton wallet, tu vas voir des dips, tu vas voir des retracements, tu vas vouloir chasser ailleurs, etc. Tu vas croire que tu es un trader alors que tu es un boursicoteur, tu vas faire de la merde, tu vas perdre ton oseille, tu vas chialer, tu vas insulter la crypto, tu vas refaire un crédit, tu vas redéposer, etc. Frère, ça s'arrête jamais ce truc. C'est un univers de fou. Donc le conseil que je donne, c'est de faire des wallets Kinder Surprise. Ok. Tu te fais des wallets Kinder Surprise, tu te les mets, tu dors, tu continues d'avancer et ensuite tu les ouvres. Et après, tu te remercies. Parce que vraiment, la richesse va devenir abondante grâce au bull run. Moi, je pense vraiment que ça va être... C'est un point clé vraiment parce qu'il y a BlackRock, il y a plein de trucs, il y a des institutions. Ça va être le bordel, tu vois. Ça va être le bull run le plus sale. Mais maintenant, vraiment, genre, il faut aussi ne pas trop mettre d'émotion et ne pas trop être là. Parce que je te dis la vérité, plus le jour avance, moins je dors, plus je me rends compte que il faut que je me calme, tu vois, parce que là le marché commence vraiment à s'exciter. L'halving, il a même pas commencé qu'on a déjà mangé un pré-bull run dans la tête. Forcément, les prochains mois, ils vont être super importants. Ça va être un des meilleurs bull runs. Voilà, t'as mon avis. Et pour se garantir ce bull run-là, il faut placer ses billes et les oublier. Et se concentrer sur la vie et savourer le moment présent, tu vois. Et tu sais, pour moi, la valeur d'un homme, elle se détermine pas à ce qu'il a, mais à ce qu'il donne. Et les conseils que tu as donnés aujourd'hui, frérot, je sais pas si les gens ils vont s'en rendre compte, mais c'est des conseils qui peuvent vraiment changer une vie. Bah, donc, tant mieux pour celui qui va prendre qui ce va conseil-là, voir. tu vois. Moi, je te dis la vérité, je donne la valeur que tu veux. Tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Même des expositions, moi, je te les donne. Ils sont sur le téléphone, tu vois. Ouais. Je te dis la vérité. Maintenant, même eux, tu leur donnes des conseils. Énormément de personnes
t'écoutes. Mais tu sais, il y a une différence entre écouter quelqu'un et appliquer ce qu'il dit. Tu vois. De ouf. Genre, tu vas écouter des gens, mais souvent, 70% de l'information de la vidéo que tu as regardée, tu vas l'oublier dans l'heure. Ouais, de ouf. Et 90% de l'information, tu vas l'oublier dans le mois. C'est-à-dire la vidéo, là, que tu regardes, une personne, si elle regarde aujourd'hui, si elle prend pas des notes et qu'elle applique pas aujourd'hui, dans un mois, elle aura retenu peut-être 10% du podcast. Ouais, maximum. C'est vrai, de ouf. Ça veut dire qu'en vrai, les vrais conseils, c'est toi qui dois les retenir. Ouais, de ouf, c'est là, ça. ce podcast, il est pour toi. Ouais, en vrai, de vrai, frérot. Là, c'est vrai, connecte-toi sur le wallet, commence à réfléchir, dire, ok, là, j'ai fait le con. De ouf. C'est bon, t'as capté. Exact. Bah écoute, merci à toi, frérot, ça m'a fait grave plaisir. Merci pour tout ce que t'as donné. Donc, les gars, c'est vraiment de la valeur qu'on donne gratuitement. On ne s'en rend pas assez compte de ce que les réseaux peuvent apporter. Et cette vidéo YouTube, en fait, elle regroupe vraiment, elle regorge de valeur. Donc, si toi aussi aujourd'hui, tu veux suivre un plan d'action, parce que moi, ce qui m'a permis d'aller chercher des résultats en crypto-monnaie, c'est d'avoir suivi un plan d'action de par l'aide de Sabri et d'autres experts. Si tu veux suivre du coup un plan d'action détaillé sur ce que tu dois faire et comment tu veux tirer profit de ce bull run en 2024, je t'invite directement à suivre le lien dans la description. Tu auras toutes les informations nécessaires. Jusqu'ici, on se retrouvera peut-être pour un prochain podcast ou une partie 2 si les gens apprécient, si les gens nous donnent des bons retours. En tout cas, moi, j'ai bien kiffé. Rien que pour moi, je le referai sans vidéo. donc voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo, la team. Prenez soin de vous. Merci Sabri. Ciao. Avec plaisir. J'espère que ce podcast t'a apporté un maximum de valeur. N'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et liker ma vidéo pour plus de contenu. De plus, j'ai décidé de mettre en place un appel d'audit offert de 30 minutes avec moi ainsi qu'un de mes collaborateurs afin justement de mettre en place un plan d'action détaillé pour investir sur les meilleures cryptos. Comme tu le sais, ce sont toujours les plus rapides qui font le plus de gains dans la crypto. Donc si tu ne veux pas manquer cette opportunité unique, inscris-toi dès maintenant. Clique simplement dans la description sous cette vidéo, prends 15 secondes pour remplir le court formulaire et réserver ton appel. On se retrouve à la prochaine. Ciao.